Vous parlez du singe, j'allais dire, vous me tendez la perche. Oui. Lui aussi a été un animal apprécié, voire même, je crois que c'est Louis XIV qui l'avait comme un vrai compagnon, qui l'habillait, qui le... Alors, je confonds avec oui, un autre. vous confondez beaucoup. Ouais. Oui, alors le singe a été très apprécié parce que le singe est quand même, je dirais, l'animal peut-être le plus proche de l'homme, enfin un certain singe, un certain grand singe, et donc à ce titre il fascine, et on voit des souverains, je pense par exemple à Henri de Navarre, Henri IV, qui avait effectivement des singes, donc on pourrait citer comme ça au cours du temps, même si le singe, quand il grandit, devient un animal difficilement contrôlable. Bon, on sait comment, par exemple, Joséphine de Beauharnais, l'impératrice, avait reçu en cadeau un singe, un chimpanzé, absolument. C'est le gouverneur des Indes qui lui avait envoyé. Et elle, alors que les autres animaux étaient dans une ménagerie, elle l'admettait à l'intérieur, on l'avait habillé, on lui servait des navets à table, il est malade, on lui sert des tisanes, etc. Mais bon, quand même, il y a des gens aujourd'hui qui ont des singes, mais l'exemple, je dirais, le plus important, alors ça dépend, les orang-outans donc viennent d'Asie, le chimpanzé et le gorille viennent d'Afrique. Mais c'est Michael Jackson qui avait Bubbles, donc un chimpanzé. Alors là, c'était extraordinaire parce qu'il lui avait appris à danser le moonwalk et donc il dansait avec. On a un certain nombre de clips avec Bubbles. Et Bubbles vivait avec Michael Jackson, c'est-à-dire dans la même pièce, il mangeait à table, lors des 8e noces de Liz Taylor, on dit que c'est lui qui a tenu les alliances, il était habillé avec... je crois qu'il voulait même lui greffer des cordes vocales. Il avait envisagé de lui greffer des cordes vocales. Et donc il l'emmenait partout, et puis le singe est devenu... plus dangereux, surtout quand Michael Jackson a eu des enfants. Et là, ça devenait une cohabitation difficile. Et donc, il l'a mis dans un centre. Et aujourd'hui, le singe est dans un centre pour grands singes en Floride, où d'ailleurs, plus personne ne paye sa pension, alors qu'il avait été dit que dans le testament de Michael Jackson, il y avait des sommes énormes qui lui avaient été en principe allouées. Oui. Alors, il y a le guépard de Joséphine Baker. Oui, le guépard de Joséphine Baker. Il faut voir... Voilà. Qui se balade, il faut l'imaginer dans Paris avec son guépard. Oui, il faut voir aussi l'affiche. Alors, c'était pour le Casino de Paris en 1930. Donc, elle avait été engagée. Et c'est le directeur du Casino de Paris qui lui offre ce guépard, Chiquita. Et il y a des affiches de l'époque où on voit Joséphine qui est nue, en fait, entourée de plumes et de fleurs et de bijoux. Et elle se retourne et Chiquita lui offre un bouquet. Donc c'est vraiment l'alliance de l'exotisme et de la sophistication. Vous savez, c'est plus la Joséphine Baker de 5 ans d'avant quand elle avait simplement la stature de banane. La Belle et la Bête. Voilà. Là maintenant, on est quand même dans un autre niveau, dans un autre univers. Et alors c'est vrai que Chiquita la suivait partout, qu'elle en jouait d'ailleurs pour sa publicité. Elle lui avait fait faire un collier de diamants. Donc vous voyez, c'était quand même... Mais elle a dû s'en séparer. Elle a dû s'en séparer parce que le soir, Chiquita rentrait avec elle au Vésinet et puis le guépard s'est enfui, il a quand même semé la panique et un jour elle est partie... voilà, elle est partie en tournée en Angleterre et là elle l'a laissé au zoo, mais ça l'avait beaucoup tracassé quand on lui demandait qu'est devenu Chiquita, elle disait il est mort, elle préférait... Oui, elle le vivait très mal, oui. Alors, il y a le cheval, qui lui aussi quand même un animal de compagnie. Oui, alors le cheval... Plus que ça, alors, bien sûr, Bucéphale d'Alexandre, mais on oublie aussi les chevaux de César. Oui, avant. Ou de Napoléon. Alors, le cheval, c'est quand même pendant très longtemps, disons jusqu'au 19e siècle, le compagnon obligatoire à la guerre, de tous les hommes de guerre. Donc il est assez normal que des liens particuliers se créent là encore entre des chevaux qui sont... entre certains chevaux et certains chefs de guerre. Alors, notamment, Napoléon a bien sûr usé, si je puis dire, beaucoup de chevaux, et parmi ses chevaux préférés, il y en avait deux, il y avait Vizir et Marengo, surtout Marengo, qu'il a monté, qui tient son nom de la bataille de Marengo, qu'il a toujours suivi, qu'il aimait beaucoup, c'était un cheval très nerveux, mais qui lui obéissait, et il l'a monté à Waterloo, c'est le dernier cheval qu'il a monté à Waterloo. Et il a dû l'abandonner au moment où tout était terminé, donc à la ferme du Caillou. Et ce cheval, qui était marqué à la cuisse, comme tous les chevaux de l'empereur, un duel,
a été récupéré par les Anglais. Il a été très longtemps montré en Angleterre comme le cheval du vaincu de Waterloo. Et ensuite, quand il est mort, on l'a évidemment, là encore, voulu le naturaliser. Et il en reste en particulier un sabot, parce qu'on peut garder des sabots, bien sûr, en faire des cendriers, qui se trouve à St James Palace, voilà, aux messes des officiers. Alors, il y a aussi ces chevaux qu'on jugeait. C'est-à-dire dans la guerre, qui commettent des actes un peu répréhensibles, entre guillemets, qu'on juge, qu'on fusille. Ah oui, alors là, c'est une histoire très particulière. C'était le futur... j'ai un trou, pardon, c'est de Haute-Cloque, mais je ne sais plus son prénom. Ah oui, Leclerc. Oui, ça va être Leclerc, mais à l'époque, il ne s'appelle pas encore Leclerc. Si, c'était Haute-Cloque. Oui, Haute-Cloque, mais son prénom, je cherchais, je me souviens plus. Philippe d'Haute-Cloque, vous êtes sûr? Attendez, vous permettez, je trouve en 15 secondes, moi. Ouais. Par contre, je connais parfaitement mes pages. Et puis... Je retrouve juste dans ma liste. Non, je crois que en plus, j'ai juste noté Leclerc, moi. Oui, parce que c'est... C'était Philippe. Peut-être, mais comme j'ai eu un de ses gendres au téléphone, je finis par, vous savez, voilà, la fin tragique d'Iris 84. Vous couperez là sur les chiens qu'on a fait des bêtises. D'Iris ça, oui, vous avez raison, c'est Philippe d'Haute-Cloque, oui. Je remonterai, vous inquiétez pas. D'accord, voilà. Après, Vous faites de la dentelle. Ouais, je fais de la dentelle, puis j'essaierai de retrouver sur Internet des photos de bucéphale. Oui, alors vous en avez quelques-unes, hein, vous avez vu dans le livre. J'essaierai de les retrouver. Pas tout le monde, mais oui. Sinon, je les. Oui. Je ferai Ah oui, ce sera sympa, oui. Ah oui, ce sera bien de mettre un peu, oui. Bon, alors je recommence. Ouais. Donc il y a ce fameux cheval qu'on va juger et fusiller. Oui, alors en fait, Philippe de Haute-Cloque, le futur Leclerc, maréchal Leclerc, avait un cheval qu'il aimait beaucoup à l'école de Saint-Cyr, qui montait, qui est un cheval qui a remporté beaucoup d'ailleurs de compétitions. Au moment de la guerre, le cheval ne le suit pas, mais quand les Allemands rentrent dans Paris, l'officier allemand qui investit Saint-Cyr demande qu'on lui cède ce cheval, qui est très réputé, il a envie de le voir. Et le cheval a rué au point de blesser mortellement l'officier qui en était chargé. Et du coup, il a été fusillé le lendemain. Et alors on a dit, c'est un résistant, il a résisté aux Allemands. Voilà. Mais il y a plein d'anecdotes comme ça dans il y a beaucoup de choses. Vous balayez vraiment tout. Alors, y compris sur la fin, mais on va passer rapidement, parce qu'on ne va pas non plus tout dévoiler. Il faut qu'il en reste. Et pourtant, je vous assure, j'ai fait des choix, hein, parce qu'il y avait des... Il y a encore de quoi faire. Si ça marche, on va faire un 2. Parce qu'il y a le rapport du chien avec de l'animal avec la BD, donc de l'animal héron. Oui, il y a beaucoup. Milou, bien oui. Le bestiaire politique aussi. Vous avez pris ces animaux qu'on met sur les hommes politiques. Oui, on traite d'ailleurs. Comment? Souvent pour s'en moquer. Souvent pour s'en moquer, oui, même si aussi on peut dire très noblement, je dirais qu'un bon roi, d'ailleurs disait, il faut qu'il soit à la fois lion et renard, à la fois rusé et fort. Donc effectivement, le langage politique est plein de références à l'animal. On utilise aussi, beaucoup d'États ont des emblèmes. Alors la France a un cas un peu particulier puisqu'elle n'a pas d'emblème officiel, même s'il y a le coq. Mais la plupart des grands pays d'Europe, ou même aux États-Unis, absolument, l'aigle, qui est un aigle très particulier, un aigle local, je dirais. Mais en Europe, ce qui a surtout prévalu, c'est ou l'aigle ou le lion. Ce sont l'ours. Mais alors l'ours a été dévalorisé à partir du XIIe siècle. En fait, c'est l'Église qui, en évangélisant les pays du Nord où l'ours était extrêmement présent, a voulu détruire le culte de l'ours. Et du même coup, l'ours est devenu un animal glouton, voire dangereux, paresseux, puisqu'il dort une grande partie de l'hiver. D'ailleurs, on dit que ce sont les Britanniques, pour pointer du doigt la soif expansionniste des tsars, qui ont utilisé les premiers la métaphore de l'ours pour désigner la Russie.